Et salut à tous, bienvenue dans le OG Show avec votre duo préféré, moi-même Ali Vador, alias Umibozu, alias Billy Bird, grand pilote d'hélicoptère. Aujourd'hui, la troisième partie de la saga de John Key, aka John Woo aux États-Unis. Et aujourd'hui, on s'attaque à un film bien macho, super gay fiche en même temps, avec de belles répliques bien jolies. On va parler de Mission Impossible 2. Mais la finalité, c'est qu'il a gardé son titre partout, même au Québec. Du coup, au Québec, je vais le renommer Mission Sidérante 2. Jingle. Agent localisé. Et aujourd'hui, Identité confirmée. Monsieur ABD, alias Bonjour, monsieur Hunt. alias Navré d'interrompre vos vacances. qui trou dans son vêtement Versace. ABD, comment va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, c'est le Congolais originel, Ving Rhymes. Hein. T'as vu? T'as vu pas? La classe. Ouais. Hein. La classe. Après, il le dégrade, mais là, dans le 2, il a la classe. Non, dans le 2, il est propre. Elle a dit, j'ai des Gucci à $800. Ça marche dans la merde. Ouais, bon, aujourd'hui, Mission Impossible 2, on va parler vite fait du cast et du budget. Bon, la réal, John Woo, on a Tom Cruise, on a Dougray Scott, Tandy Newton, Ving Rhames, Richard Roxburgh, aka Stamp, John Paulson, Billy Bird, et Anthony Hopkins, le GOAT qui est pas crédité, d'ailleurs, qui a 2 belles séquences, mais dommage, et Dominique Puceau, aka Dominique Purcell, qui... Faut le signaler, c'était son premier rôle en tant que figurant dans une scène. Finalement. Une seule, hein, parce que j'ai essayé de le voir après. Bah non, il est juste. Je crois qu'il s'est fait fumer, je crois, entre temps. Je sais pas, pas son corps. À la musique, on a Hans Zimmer. Box office. Le budget, il a coûté 125 millions, il en a rapporté 546 millions mondial. Donc ça va, ce qui est plutôt bien. Bon, pour la partie 1, on va parler du film. ABD, t'en as pensé quoi du film? Moi, perso, j'ai pas vu beaucoup de films de la saga et celui-là, je l'ai regardé. Et, franchement, il est marrant. Moi, j'aime bien. C'est un film d'action, quoi. Et surtout, c'est drôle de voir John Woo à travers Tom Cruise. Donc, ça, on en parlera plus tard. Mais globalement, bon film. Il y a des trucs un peu what the fuck, mais justement, je trouve que ça fait son charme. Moi, en tout cas, je passe un bon moment. Et celui-là, je l'avais pas vu en plus. Ouais. Je l'avais pas vu. Du coup, en fait, je me rappelle pas. Après, moi, t'as vu, franchement, je me suis ennuyé la première heure, parce que quand je l'ai revu, là, je me suis grave ennuyé la première heure. Le film, il dure 2 heures. Et pour moi, j'ai trouvé que le film, il était découpé en 2 parties. La première heure, on est dans une histoire d'amour, de romance, pété, mais vraiment pété de fou. Franchement, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Il y a Ethan, il doit recruter Naya. Naya, c'est Tandy Newton. Pour récupérer le virus que Sean Beam, il a volé, etc. Sean Ambrose, pardon. Je sais pas, j'ai quoi avec Sean Beam aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Mais en vrai, la première heure, c'est faux. Tout ça, en fait, tu vois, c'est juste une histoire d'amour pété. Tu la développes, tu vois, dans le sens où le gars, il doit recruter Naya allez quoi, en une journée, même pas 6 heures, il est amoureux d'elle. Genre, c'est l'amour fou et tout. Et donc après, Tom Cruise, il découvre que, Monsieur Hunt découvre que, en fait, Naya, c'est l'ex de Sean Ambrose. Attends, si je peux me permettre, il y a quand même un truc. Le film, il a un problème. C'est-à-dire, il faut qu'il mette en place une histoire d'amour pour que ce soit crédible. Et le problème, c'est que derrière, après, c'est de l'action. Donc, c'est pour ça que toi, tu trouves que c'est un peu. Ouais, je vais en revenir, tu vas voir. Voilà, parce que tu vois, c'est je vais normal. finir dans le sens où, ok, tu la recrutes et tout. Et là, en fait, le gars, allez, comment je dirais, en une journée, il est tombé amoureux d'elle, ça y est, c'est la femme de ma vie, je sais pas, elle lui a fait quoi. En un Bref. regard. Attends, bref. Et regarde, elle arrive, il lui dit, la mission, en fait, tu l'as recrutée, mais en fait, elle doit aller s'infiltrer chez Ambrose, ok? Et là, je sais pas, pendant 1 heure, on fuit un espèce de triangle amoureux. Ethan qui regarde à travers la caméra sa meuf, qui repart chez son ex, ça se galoche, ça dort ensemble, lui il est là à travers les caméras, il voit As. Tu dis ok. Et en fait, pendant 1 heure, je me suis ennuyé, si tu veux, tu vois. Si tu veux Ouais, développer. je comprends, mais en fait, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que je pense qu'ils ont voulu faire un film en 2 parties. Clairement, une partie où ils mettent en place Ethan Hunt et son implication émotionnelle, et derrière, après, ça castagne à la mort, et qu'on comprenne pourquoi il est si impliqué dedans. Mais je te rejoins, c'est mal fait.
Non, mais Très je comprends, mais pourquoi devenir accro à une femme comme ça? Surtout que même le méchant, Ambrose, lui-même est accro à son ex. Mais on sait pas pourquoi ils sont séparés, etc. On sait rien du tout. Mais maintenant, on est espèce dans un triangle. Et je me suis ennuyé comme ça. Je dis, mais c'est quoi ces lingettes, les deux, en fait? L'autre, il lui dit, il voit sa meuf, et il voit sa meuf à droite. L'autre, il est là, ouais, elle revient pour l'argent. Je sais qu'elle revient pour l'argent. Bref. Et la deuxième partie, mec, vraiment à 2 heures, à 1h05, pardon, du film, t'as l'impression que t'es dans un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai. Tu vois un peu à la Uncharted. T'as vu surtout la scène où il arrive sur l'île là. Tu vois la caméra, il y a une espèce de vol hélicoptère et ça arrive derrière les rochers. Et tu vois la caméra après se rapproche de Hunt et là il grimpe et là boum en face de lui premier ennemi. T'as l'impression que t'es dans un jeu et après non-stop. Tu sais un peu à la Uncharted. Et là tu t'ennuies pendant. Et ce qui est drôle, c'est que tous les ennemis sont toujours de dos, ils tuent Ouais. le mec juste avant, et l'autre il se retourne pas, tu vois, comme Mais c'est trop bien. T'as l'impression d'être dans un tuto, tu vois. T'imagines, il y a les touches derrière, tu vois, genre, face à l'ennemi, appuie sur carré X, peu importe. Et après, la le didacticiel où après, t'as dans les critiques de jeux vidéo, Ouais. ils disent ouais, l'IA elle est aux fraises. c'est ça, c'est exactement ça. Dans le film aussi. La deuxième partie, tu vois, je me suis vraiment pas ennuyé, franchement, par rapport à ça. Mais ouais, de toute façon, on en parlera, mais moi j'ai une idée de pourquoi ça. Ouais, ok. Bah, moi, c'est mon avis sur ce film. Franchement, pour conclure rapidement, quand je l'ai vu plus jeune, j'avais kiffé. Après, je trouve toujours qu'il est super bien. Je trouve toujours que c'est la meilleure version d'Ethan Hunt qu'on a parmi tous les films qui sont sortis. Je préfère cette version-là. Et franchement, c'était pas déplaisant de le revoir. Les scènes d'action, elles ont super bien. Enfin, elles ont pas vieilli de ouf, quoi. Elles restent toujours explosives, quoi. Ouais. Ah, pour un film 80, un film 2000. Ah, 2000, c'est pas si vieux, frère. Il y a Matrix en 2000. Matrix, c'est le GOAT, d'accord? Matrix, on peut pas le comparer, d'accord? Parce que même aujourd'hui, il y a des films qui sortent sur Sci-Fi, ils arrivent pas au niveau de Matrix. C'est pourtant dans 2023, tu vois ce que je veux dire? On est corda, ouais. D'accord. Donc Matrix, tu peux pas le toucher. Et je sais pas, Matrix, ils ont mis trop d'argent, donc tu vois, ils ont essayé de revenir avec le 4, c'est pété aussi, donc voilà. Oh là là. Son cas viendra, mais ça sera dans le cas Keanu Reeves. Encore moi, je te propose de passer à la partie 2. Ouais. Les acteurs. Là, on va commencer par Tom Cruise. Moi, Tom Cruise dans le film, je lui mets 9 sur 10. Waouh, le ouf. Ah, 9 sur 10. Je lui mets parce que déjà, il est trop stylé, ce bâtard. Il est charismatique, j'aime bien. Son plagiat vestimentaire à la Matrix. Surtout ce qu'il a emprunté à Neo, tu sais, la jaquette noire, les lunettes et tout. Ses cheveux dans le vent. Ça, respect. Il a une vraie coupe. T'as vu, moi, en tant que mec qui a la calvitie, je suis dégoûté. J'aurais kiffé faire cette coupe, t'as vu. C'est ça que c'est cet argument. Et en vrai, il a plusieurs scènes. Il a plusieurs scènes stylées dedans, tu vois. Vraiment plusieurs scènes stylées et bien kitsch, tu vois. Et je pourrais même te les énumérer. On va commencer. Moi, celle dans la tour, tu vois. Il y en a plusieurs dans la tour, dans la scène de la tour, tu sais, où il saute en hélicoptère. Celle où il descend en rappel dès le début, déjà. Il se dit, vas-y, allez, fuck. Au dernier moment, je saute, même Luther, j'arrive pas à ouvrir. Il a dit, vas-y, je m'écrase, il n'y a pas de problème. Stylé, d'accord, il n'y a pas de problème. Il arrive, il descend en bas, et là, ça refait un peu le plagiat de la scène du 1, tu vois, quand il descend en rappel, sauf que là, c'était la goutte de sueur. Là, c'est un garde qui est en face de lui. Et je sais pas comment il fait, mais il arrive à faire une espèce de backflip avec comme s'il avait une manivelle, tu vois, et il s'accroche au mur, tu vois. Et là, j'ai dit, wow. Mais surtout, le backflip, il est stylé parce qu'il fait aucun bruit. Déjà, donc, moi, j'ai bien aimé. Il est silencieux de fou, tu vois. Et la deuxième, c'est, tu sais, quand Nia s'injecte le virus, après, t'as vu, il la prend, il la met sur le mur et tout, et après, il jette un espèce de C4, il lui dit, je reviens te chercher. Le gars court, et il a fait un trou dans le building, tu vois, donc il va sauter dans le vide. Il court avec les deux guns dans les mains, il court, il saute dans le vide, et tu vois bien ces deux guns. Après, il fait je sais pas si c'est un backflip ou un front flip, je me rappelle plus. Il fait un front flip, il les range pendant qu'il fait son front flip, et après, il ouvre son parachute. Là, c'est la meilleure scène pour moi. j'ai dit franchement, il a fait fort. Honnêtement, il a fait fort. Petite anecdote, le son qui passe pendant qu'il court, apparemment, c'est pompé sur Metal Gear. C'est un peu opéra. Même la scène Metal Gear 1, apparemment, c'est inspiré de ça. Mais ça, c'est vérifié. Rapproche-toi de ton micro un petit peu à BD parce que t'es un peu loin.
Ok, bah je suis prêt, mais c'est bizarre, attends. Ok. Et non, franchement, ces deux séquences elles m'ont fait kiffer. Et puis, tu sais, dans la deuxième partie où il est sur l'île là, et ben, il y en a une où j'ai bien kiffé. C'est quand il court à travers les pigeons pour dissimuler ses bruits de pas. Et après, il allume le mec. C'est pas, il lui met un flash kick là? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Mais à travers les pigeons, comme le mec, il entendait pas, il entendait battement d'ailes. Si, c'est bon, je me rappelle. Il tape son BR sprint. Et il lui met un coup de pied flash kick. Pour ceux qui savent pas, ouais. c'est le coup de Gale dans Street Fighter. Et c'est intéressant parce que, tu sais, je regardais le film et ma femme, elle était derrière, elle a explosé de rire parce que elle m'a dit ça sert à quoi? Pourquoi il lui met ce coup-là? C'est pour dire, écoute, je me suis entraîné. Non, et après, elle m'a dit si, parce que regarde, avec le premier pied, il désarme, et avec le deuxième, il lui met un coup de pied. Je lui dis, bon, si tu vois ça comme ça, ok, mais pour moi, c'est juste du style, quoi. Bah oui, c'est. Moi, je bien aimé, mais c'est vrai que ça sert à rien. Moi, j'aime bien le combat, je suis Ethan Hunt, je suis multifonction. Ouais, bon, bah écoute, moi, il y a un truc déjà que je voulais souligner, déjà, c'est la première scène, j'ai cru que tu allais en parler. La toute première scène, moi, quand il escalade là à la Drake, moi, j'ai trouvé ça chelou déjà. Ouais, en fait, je voulais en parler celle-là, mais à la fin, mais vas-y, ouais, on peut en parler. Ah, d'accord, parce que pour moi, comme ça, c'est la première, je me suis dit, il va la placer en premier. Bon, non, déjà, c'est déjà bon, ouais. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que la musique, elle est drôle. En plus, c'est une Congolaise qui chante. Ah, c'est une Congolaise, je sais pas, je sais que ça parle français et tout, j'aime bien cette chanson, de toute façon, je la chante. C'est Zap Mama, c'est une chanteuse connue en Afrique, hein. C'est une pionnière d'ailleurs de ce que vous écoutez tous aujourd'hui, la pro-pop ou la pro je sais pas quoi. Zap Mama, là, avant vos Burna Boys et tout, c'est elle qui gérait. Et la chanson, elle s'appelle Iko Iko. Ouais, Iko, c'est ça. Et bon, en tout cas, dès le départ, moi, j'avais pas vu le film, hein, n'oublie pas. Non, j'ai vu ça. Et que je le vois un moment, il se tient quasiment sur 8 doigts. Je me suis dit, ouais. Et en fait, dès le départ, il nous prendre. Le mec, il est au-dessus. Et ça m'a énervé parce que j'aime pas Tom Cruise. Voilà, qu'on soit clair. J'aime pas l'acteur, j'aime pas l'homme. J'aime pas l'homme, je ne connais pas, hein, mais c'est juste que la manière dont il se met en lumière dans les films, elle me dérange. Sachant qu'il a pas des stats. Par exemple, il a pris Jack Reacher, le mec fait 1m70 et tout. Jack Reacher, dans les romans, il fait 2 mètres. Je trouve que voilà, il a un ego surdimensionné, mais why not? Pourquoi pas? Et dès le départ, ça m'a gêné. Voilà. Et le film, je peux pas lui mettre 9 parce qu'à chaque fois, j'ai cette impression-là de me dire. Non, à Tom Cruise, hein, pas au film. Non, à Tom Cruise, hein, parce que là, on est sur son cas. Ouais. Et dans ce film, je peux pas lui mettre 9 parce que j'ai toujours l'impression il en fait trop, tu vois. C'est pas naturel. Quand je suis long pas, il fait des trucs et tout, je me dis, ça glisse. Mais là, j'ai l'impression que c'est du forcing. Mais moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le bougre, il fait ses scènes de cascade, on est en 2000, il fait ses scènes de cascade tout seul. Le gars, pendant le tournage, il s'entraînait avec un pro de l'escalade pour faire cette séquence. Et tout à fait, ouais, c'est vrai. Sa doublure, elle a rien foutu pendant le tournage. C'est quasiment Tom Cruise qui faisait toutes ces scènes. Le mec est bankable. Il ressort de Eyes Wide Shut là, Eyes Wide Shut de Kubrick, ouais. Et il commence à rentrer dans la scientologie. Le mec, il est là, c'est le GOAT. Tu vois, il arrive, vas-y, je vous prends à tous. Vas-y, pas de problème. Là, il dit quoi? Sa scène d'intro dans l'escalade. La Paramount l'a vendu comme ça dans la bande-annonce, en disant, regardez, Tom Cruise, venez le voir, il fait ses cascades tout seul et tout. C'est comme ça qu'elle a vendu la Paramount. Donc, le gars, il a le droit de se la raconter. Pour moi, hein, quand tu t'entraînes, tu te donnes à fond dans un personnage. Et moi, ce que j'aime bien avec Tom Cruise, je le connaissais pas avant comme ça, c'est que vraiment, quand il se donne à fond, surtout là, Mission Impossible, c'est devenu ses bébés. Le gars, il se donne à 200%. Aujourd'hui, il a 60 piges ou 70 piges. Il est en train de faire des backflips, sauter d'un avion, essayer de mourir tous les jours dans ses films. Et c'est lui-même qui fait ses cascades. Non, rien à dire, c'est dans Jackie Chan occidental. Il y a pas ça, franchement. Et donc là, il est à son prime. T'as John Woo qui a kiffé le diriger parce qu'il était athlétique et c'était ce qu'il recherchait. Les gens, ils comparaient un peu à Chun Yu-Fat dans le sens où il était explosif, il aimait bien se taper et tout. Mais sans le charisme au moins, ça c'est vrai. Ce qui lui manque, c'est vraiment ce côté charismatique. Parce que c'est vrai que quand il sourit dans le film, il est stressant de ouf. Et même niveau acting, t'as vu Tom Cruise, je l'ai pas trouvé transcendant dans ses films. Bah écoute, moi, voilà, on va parler. Moi, tu sais, je suis un esthète dans les films de combat. J'aime bien les styles. C'est pour ça que JC, BD, Jackie Chan et tout. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il a pris un style qui n'était pas le sien. Très aérien, très coup de pied sauté.
Et surtout, il sort de Eyes Wide Shut, comme tu disais, et il a gardé ce rôle de mec un peu sensuel et tout. Par exemple, la première scène avec Tandy, là, où elle lui monte dessus et tout. Moi, j'ai trouvé ça très gênant. Très gênant. Très gênant. Il est en mode free world, tu vois, fuck the world, tu vois. Il est vraiment le monde libre. Ça se voit, il est pisse, on dirait il a fumé un gros linge avant de, tu vois. Parce qu'il est producteur, hein, après. C'est normal, mais après. Je pense qu'il a imposé il est encore dans l'euphorie Eyes Wide Shut. C'est pour ça que j'aime bien ce Ethan Hunt. Pourquoi? Parce que t'as l'impression qu'il est pisse, tu vois, il s'en fout, il est royal, il fait ses missions. Et après, il se casse dans le monde. Là, tu vois, les mecs qui le trouvaient pas, il lui dit, ouais, la prochaine fois que vous partez en vacances, dites-le nous. Il lui dit, ouais, mais si je vous le dis, bah, c'est plus des vacances. Et après, genre, ils l'ont réussi à le trouver, le mec, il est en train d'escalader. Je peux te poser une question parce que moi, j'ai pas. Je t'avoue, tu sais, le seul que j'ai regardé, c'est celui avec Henry Cavill. Hein. Après, les autres, je pense que je m'en rappelle plus. Mais je trouve que ce Ethan Hunt là, il est très indépendant ou il est insolent. Tu vois, j'ai l'impression qu'il suit plus les règles que dans ceux que j'ai vus. Que là, il fait ce qu'il veut en fait. Ouais, dans le 2, il est vraiment insolent, ouais. C'est vrai. Ah d'accord, ok, bon. C'est parce que dans les autres, après, il devient plus militaire, on va dire plus américain, tu vois, c'est vraiment plus américain, parce qu'on est en 2000, hein, gros, il n'y a pas le 11 septembre encore, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il est en mode free the world, tu vois. C'est là que tu vas voir qu'après 2001, bah, il y a une tournure dans les films qui vont devenir plus patriotiques, etc. Il y aura beaucoup de tournures comme ça. Ouais, ah putain, en plus, c'est dingue que tu dis ça, parce que j'y avais jamais pensé, mais effectivement, il y a vraiment un tournant. Ok, bah écoute. Donc ta note pour Tom Cruise dans ce film, hein. Moi, dans ce film-là, je lui mets 6. 6? Ouais, je lui mets 6. Traître à la nation que tu es. Non, c'est énorme. Moi, je garde mon 9 sur 10. Et mention spéciale pour le passage où il traverse les flammes et qu'il y a une colombe qui passe au milieu. Et limite, il fait un clin d'œil à Ambrose. Mais alors attends, est-ce que juste pour te faire une petite transition, est-ce que c'est pas la mise en scène qui fait que tu lui mets une bonne note? C'est John Woo qui est bon. Oui, sur ça John Woo il a su l'exploiter de fou, hein. Il lui a donné des petites séquences sympas et tout. Même toi je te mets dans la moto, là toi là, et avec les flammes et tout, je te mets 9 sur 10 aussi. Je sais pas, je vais faire une grimace gros dans la moto. Non, tu vas t'entraîner comme lui pendant le mec est quand même assis sur la route, les pieds sur le goudron en train d'accélérer. Il a vraiment fait ça, tu vois. Moi, tu me dis ça, John Woo, il me dit de faire ça. Je dis, cousin, t'as vu, je suis pas assez payé. Si tu veux, juste me filme quand je me prends des patates, y a pas de problème. Nicolas Cage et Travolta, ils ont pas voulu le faire sur le bateau. C'est ça, tu vois. Et même physiquement parlant, le mec, il est au top. Il tombe tout seul. Franchement. En fait, toi, tu le notes sur la. Ouais, ok, bon. Dans la prépa et tout, y a pas de doublure, y a rien. Je suis un abuseur. Alors, 7 parce que. Pour la prépa physique, parce que c'est un genre de Cristiano Ronaldo. Ok, 7. Tu parles d'un mec qui fait 70, tu vois, donc voilà. 7, c'est mon grand max. Tu m'as eu, mais tu m'auras plus. Je peux pas monter plus haut. Bon, au suivant. Doug Scott, aka Shane Ambrose. Moi, écoute, je vais être gentil, hein, je lui ai mis la note de 4 sur 10. Ouais, t'es un beau gosse, ouais. Vraiment 4 sur 10. Parce que pour moi, c'est l'un des méchants les plus nuls, voire le plus nul de la franchise, honnêtement. Ouais. Le plus nul de la franchise. Et on peut lui dire merci parce que c'est grâce à lui qu'on a eu Hugh Jackman en Wolverine. Car le tournage de Mission Impossible, il s'est éternisé. Du coup, le gars il a refusé l'offre de Bryan Singer pour jouer dans X-Men, enfin de la 20th Century Fox, je crois que c'était eux. C'est plus. Donc là, merci à lui. Ah, c'est son meilleur mouvement. Franchement. Et moi, ce que je le reproche, c'est que le mec, il fait que chialer pour Nia. Il fait que chialer pour elle pendant tout le film. Tu vois, surtout la fameuse séquence où il se déguise en Hunt et après que t'as Hugh Stamp, il arrive derrière, il dit oh merci Hughes, je sais que tu vois, genre il s'est senti trahi, tu vois, ça où il pleure là, il me fout la haine. Toi t'es un méchant, toi, t'es un méchant, salopard. C'est un simp. En plus, il sait qu'il se fait michetonner, genre tu sais quand ils font dans les courses. Hippique, ouais. Hippique. Il est là, il lui donne des billets. Tiens, va parier pour moi, va parier pour toi. Tiens, amuse-toi. Il sait qu'il se fait michetonner. Tu vois, vraiment, il sait qu'il se fait michetonner. On sait pas c'est quoi leur rupture qu'il y a eu avec Naya. Parce que le mec, il est follement amoureux d'elle. Mais la meuf, on sait pas pourquoi elle est partie, tu vois. Non. Et Ethan, dans le film, Ethan Hunt, il a toujours un compte d'avance sur lui. Tu vois, même quand ils s'échangent des répliques tous les deux, c'est vraiment nul. Vraiment, l'autre, il lui dit tu sais ce qui m'a énervé quand je me fais passer pour toi, c'est de sourire comme un bête. Et Ethan Hunt, il lui dit ouais, bah moi, c'est pas de sortir des armes. Bref, c'était que des
je sais pas, des séquences cheloues. J'ai pas kiffé. Donc je l'ai vraiment trouvé nul. Je lui mets 4 sur 10, pourquoi? Pour son homosexualité refoulée. Et son insulte à Anaya dans le labo. Quand tu lui dis yo bitch, quand elle s'injecte le virus. Vraiment, tu vois, pourquoi mes notes elles sont comme ça? Et quand son pote, quand Stamp il meurt, il le tue et qu'il crie. J'aime trop son cri, tu vois, il fait un cri, ouais. Moi, c'est tout pour Doug Scott, ce que j'aime. Ouais, écoute, c'est pour ça que t'es mon pote, hein, mais t'es vraiment un mec sympa, mais moi je lui mets 0, wesh. Et alors, je vais aller plus loin que toi, c'est un des méchants de films les plus nuls que j'ai vu. Vraiment. Il a pas de charisme. Il n'a pas peur. Il n'y a pas un moment où tu te sens mal à l'aise. Si, il y a un moment où il a été bon, c'est quand tu vois Naya, elle revient le voir et qu'il lui demande de se déshabiller, etc. Là, je me suis dit, tu vois, il a un côté où il a compris, il en profite et tout, ok. Mais le mec, vas-y, il est 0. À un moment, il dit oui, quand il va couper le doigt à Hughes, il lui dit oui, il y a des gens qui sont prisonniers de leur sexualité. C'est pas un argument, mon ami, t'as qu'à aller au pute. Et non, franchement, non, il met tout en péril, sachant qu'il avait compris que c'était un agent double. Il met tout en péril, juste coucher avec elle, en gros, c'est ça que tu nous dis? C'est ça. Alors que t'étais un mastermind, d'ailleurs, on en reviendra, hein, parce que cette histoire de virus, j'ai pas compris, hein, tu me l'expliqueras, mais en gros, ce qu'il avait fait, c'était intelligent dans le sens où il créait un besoin. Regarde, t'es si loin dans le truc. Et en plus, ton collègue, il te le dit, la fille, c'est bizarre qu'elle revienne à ce moment-là, c'est un setup, et tout, toi, tu lui coupes le doigt, et tu lui dis, j'ai envie de niquer. Mais non, je combats ça, 0. C'est exactement ça. 0, et j'en dirais pas plus pour lui, j'ai pas envie de parler de lui. Merci en tout cas pour Wolverine, mais 0. Ouais, parce que je sais pas ce qu'il aurait donné en Wolverine. Oh non, mais c'est lingette. Ah non, il était nul. Bon, on va passer au cas de Thandie Newton. Et Nia. Moi, je lui mets 10 sur 10. Franchement, je lui mets 10 sur 10 à celle-là parce que je pense que c'est elle qui a le rôle le plus contraignant et le plus difficile du film. Alors attends, est-ce que je peux te couper une seconde pour te dire qu'elle a reçu une nomination pour le pire second rôle féminin, tu sais ou pas? Non, je savais pas. Ah, ok. Fallait que je te le donne seul. C'est légitime, mec, c'est légitime. Parce que pour moi, la meuf, c'est elle qui endure le plus dans le film. Déjà, elle est inutile, c'est une voleuse, mais elle vole rien du tout. Elle se fait manipuler par 2 hommes. Vraiment, 2 hommes qui la manipulent. Hunt et Ambrose qui la manipulent. Elle se mange des insultes misogynes. En plus, c'est une femme plante, vu que John Wick kiffe les femmes plantes. C'est un défouloir sexuel pour Sean Ambrose. Vraiment, les gars, c'est vraiment... Tu sais, à un moment, là, je vais la séquence, quand il se déguise en Hunt, et qu'il va la voir, il lui dit tout ce que Ambrose va te dire, tu dois le faire. C'est terriblement plaisant. Quand il lui a dit ça, j'ai dit Ambrose, il se venge comme ça, tu vois. J'ai dit non, vraiment, le gars est fou. Vraiment. Donc, du coup, la meuf, c'est vraiment, comme je dis, un défouloir. Et le fait que le gars, il sait qu'elle l'a trahi, il se dit vas-y, je vais lui faire que du sale. Donc, en off, on sait pas ce qu'il en a fait, tu vois. Sachant qu'il y a 1 heure de film qui a été coupé, hein. Bah, je pense, parce que le film déjà il durait plus de 3 heures, donc ils ont coupé, parce que tu connais John Woo et la violence. Exactement. Il fait toujours des films de 3 heures et les gens ils aiment pas, tu vois. Donc pour moi, c'est elle qui subit le plus. Et j'en suis sûr que même à la fin du film, le fait que Ethan Hunt, une fois qu'ils ont gagné, Ethan Hunt, quand il la regarde et qu'il pense à toutes les fois il regardait dans le moniteur ce qu'elle faisait avec son ex, il a dû lui rentrer une disquette, tu vois. Il a dit cousine, j'ai une mission au pôle Nord, toi et moi ça va pas le faire. Il a dû se barrer. Donc je pense que c'est elle qui souffre le plus, donc c'est pour ça que je mets 10 sur 10. Quelle empathie. Non, bon, là, celle-là, je comprends plus cette note-là que la note d'Ambrose, mais moi, je lui mets moins 4. Je trouve qu'elle joue mal. Attention, si les gens ont compris, le 10 sur 10, c'est ironique. Mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais moi, je lui mets moins 4. Je lui mets moins 4. Moins 4 non, moins 4. Moins 4. Et j'aurais pu aller plus loin. Et pas parce que le rôle qu'on lui a donné, bon voilà, c'est John Woo qui est fautif. Et c'est aussi, elle est victime de son temps. Aujourd'hui, on n'aura pas de rôle féminin dans ce genre-là. Et pour vous dire, avant-hier, j'ai regardé le dernier James Bond où il y a 2 James Bond girls avec une black avec les cheveux courts, Amazon et une autre caucasienne qui lui volent. Du coup, elles sont plus fortes que lui, hein, physiquement. Ça m'a fait rigoler parce que là, on est vraiment sur une autre ère où Thandie Newton, elle ne sert à rien. Mais par contre,
Ça, c'est pas de sa faute. Mais par contre, elle joue super mal. C'est un truc de ouf. Elle a des expressions faciales. Quand quelqu'un veut séduire, elle me fait rigoler. Quand elle a l'air en détresse, alors quand elle a le virus et que tu la vois marcher comme un zombie, mais elle joue super mal. Mais c'est un truc de ouf. Et elle a eu le rôle grâce à Nicole Kidman, parce qu'il était. Ils ont tourné ensemble, là, c'est Tom Cruise qui l'a recommandé. Parce que je crois à la base, c'était Halle Berry qui voulait. C'est ça, et Halle Berry, non, elle a pas voulu après. Parce que moi, j'ai fait des recherches après, je peux me tromper, donc écoutez, toujours un disclaimer. Mais moi, d'après ce que j'ai lu dans des sources américaines, c'est Halle Berry qui a dit non parce qu'elle a trouvé que le rôle, il était écrit bizarrement. Et après, Tom Cruise, il aurait suggéré, tandis qu'elle avait pas une carrière de fou, donc elle a accepté. Parce que mettez une star afro-américaine, parce qu'il fallait que ce soit une afro, truc. Le rôle, il est chelou, en fait, il sert à rien dans le film. Elle a pas un moment de bravoure. Le moment de bravoure, peut-être quand elle s'injecte le virus. Et encore. Mais ça, c'est les films de John Woo, la base. Parce que si on compare avec Hard Target, la meuf, c'est une femme plante. Oh, encore pire. Dans Volte-Face, la femme à John Travolta, elle sert à rien. Et la femme à Nicolas Cage dedans, elle sert à rien, tu vois. Ouais, un peu plus. Elle tient un gun, au moins, la femme de ouais, sur la fin, ils lui ont donné un gun. Mais bon, vas-y, il fallait que tu meurs. Moi, pour moi, Nia, ils auraient dû la tuer dans la tour. Ils auraient dû la tuer, en fait. Ça aurait été plus sérieux. Et là, on aurait vraiment vu la haine dans les yeux d'Ethan et Sean Ambrose qui tue son amour. Tu vois, ça aurait peut-être donné un meilleur truc. Le fait de la garder en vie, elle sert à rien. Et pendant tout le film, même moi, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Tu vois, lui dire, vas-y, t'inquiète, je vais prendre soin de toi aussi. Tu vois, ça se voit qu'elle a besoin d'aide dans le film. Ça se voit trop. Non, c'est vrai. Mais alors, bon, c'est juste un détail, mais elle est magnifique. Ah, elle est jolie de fou. Et elle le restera longtemps. J'aime trop son visage et elle vieillit très bien. Pour ceux qui l'ont vu dans la série, je me rappelle le nom de la série avec qui était censé remplacer Game of Thrones là avec le western, Westworld. Voilà. Elle est magnifique dedans. Toujours à cet âge, à plus de la quarantaine. 50 ans passés même. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Bon, suivant. Richard Roxburgh, a.k.a. Hugh Stamp. Moi, je lui donne 10 sur 10 aussi à lui aussi. Honnêtement. Parce que pour moi, c'est un être bienveillant pour son amour secret. Vraiment, il est toujours bienveillant pour son boss, Sean Ambrose. La meuf, elle arrive. Dès le début, il lui dit, elle est néfaste pour toi. Il lui dit, poteau, on vient de voler un virus. La meuf, elle arrive une semaine après. Bizarre quand même. Il continue de voir son gars souffrir, déception amoureuse. Il est là, il le soutient. Et franchement, la finalité, c'est que son amant, celui qu'il aime au fond de son cœur, c'est lui qui le tue. Donc je pense qu'il est mort en étant heureux. Donc moi, je lui mets 10 sur 10 parce que même s'il est un peu chiant dans le film parce qu'il sert à rien, il fait trop le mec collant. Ouais, tu fais quoi, mon chef? Vas-y, casse-toi. Tu sais, genre, la grosse Pookie par excellence. Moi, j'ai trouvé qu'il était sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, dans 10 sur 10, c'est mon préféré. Je trouve que c'est le personnage le plus cohérent et je respecte ses valeurs. Lui, c'est un soldat. C'est-à-dire que c'est un bon si moi je te vois, tu ramènes une meuf bizarre chez toi, tu commences à me raconter des salades, je vais te dire, Ali, peut-être que le timing il est bizarre. Mais voilà. Et moi, j'ai trouvé que sa manière de le dire, elle était respectueuse. Non, le gars. Ayez un ami comme Stamp. Voilà. Il respecte les hiérarchies où quand il va voir Ambrose, il lui suggère. Il lui dit, bon, tu trouves pas que. Parce qu'il veut pas lui manquer de respect. L'autre, il part en couille parce que c'est un simp. Mais, franchement, meilleure personne. Et c'est le méchant, pour moi, du film. C'est la seule menace. Et j'ai été déçu après dans son affrontement avec Hunt que ça aille pas plus loin parce qu'à un moment, il a l'avantage. Ouais. Il prend l'avantage, c'est le premier, le sale. Il prend l'avantage clairement sur Hunt. Après, par souci des infos qu'on lui avait données, les consignes, c'était ramène Hunt en vie. Ouais. Et c'est cette consigne-là qui l'a mené à sa perte. Si on lui aurait dit extermine-le, il avait gagné. Ouais, bien sûr. Il avait grave l'avantage. Ah oui, non, c'est mon personnage préféré. J'aime bien le physique, j'aime bien l'acteur. Bon, j'ai regardé. Il n'y a pas eu grand chose après. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est mon personnage préféré du film. Et c'est grâce à lui que
que le camp des méchants, si tu veux, parce que il y a le camp des gentils, le camp des méchants. Le camp des méchants, ils égalisent un peu, parce que il y avait pas de niveau avec Ambrose. Non, c'est vrai, parce que vraiment, lui, il était vraiment à l'affût, il était dans les plans, c'est lui qui organise quasiment tout le casse de l'avion, tu sais, quand il Ouais, exactement. qui organise tout ça, tu vois. Il est même pilote, c'est pilote des avions. Non, Ouais. il est très chaud, il est très chaud. Et il y a un ami comme Luxtemp. Par contre, la scène du pigeon où il entend le pigeon, Ouais. et de là, il se dit, bon, il y a le pigeon qui... Parce que le pigeon est sorti en gros de la Voilà, pièce. et après, Il va avoir peur. Ethan Hunt, il sort... Bon, à moi, tout ce qui va être pigeon dans ce film, j'ai trouvé ça malaisant. Hein. Et celle-là, bon, on a parlé du flash kick tout à l'heure, mais celle-là encore plus parce que je comprends pas. C'est le signature move de John Woo, hein. Il y a des pigeons. Ouais, partout. mais j'ai capté, j'ai capté le flash kick. Attends, est-ce que c'est pas Boudreau qui sifflait et qui les appelait, tiens. On n'est pas dans un univers de ouf, tu vois, Chance Boudreau, il s'est parlé aux pigeons. C'est lui le boss, c'est le premier. Honnêtement, il y a que Ouais, Chance ouais. Boudreau. C'est vrai. C'est peut-être lui qui les contrôle, mec. Il s'est dit, tiens, vas-y, va aider les frères. Ouais, je sais pas. Ouais, alors en plus, je voulais juste me faire une petite parenthèse. Maintenant, on aura un petit moment qui s'appellera le moment un peu le moment Oncle Douvé. Hein. Donc, il y a un Doovie moment, time. le Doovie Time qui va arriver bientôt. Hein. Là, on a fait exprès de pas en Ceux qui parler. ont écouté Art Target savent de quoi on parle. Voilà, le Oncle Doovie Time. Moi, j'en ai un là, spécial. Et j'espère, si t'es mon gars, on aura le même. Les Doovie Time. Bon, après, on va passer à Luther, Billy et Swanbeck. J'ai pas pu les noter. Pourquoi? Parce que pour moi, ils ont très peu de dialogue et d'interaction entre eux. Et Ouais. franchement, il y avait du potentiel. Mais Ouais. c'est ça qui faisait défaut au film. C'est que les sidekicks, Luther et Billy, ils ont une seule discussion, c'est dans l'hélicoptère et l'autre il est dans le camion. Et Anthony Hopkins, tu le vois 5 minutes au début, 5 minutes à la fin. Et même s'il est très impressionnant avec son regard et tout, vraiment, Hopkins, c'est quelqu'un. Mais très peu d'interaction. Et je pense qu'après, c'est là que dans le 3, ils ont corrigé tout ça. Justement, après, ils ont mis Tom Cruise, il a mis des plus jeunes. Et il avait mis la petite Asiate et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Reese, je sais pas quoi. Ils ont floppé. Mais c'est là qu'il a commencé à mettre de l'interaction. Et c'est là que, après, quand Shaun of the Dead, là, le gars, je sais plus comment il s'appelle, lui, il est arrivé. Mais ça, c'était le gros défaut du 2. C'est qu'il est vraiment, c'est tout centré sur Ethan Hunt et les autres, c'est des faire-valoir à 2 balles, quoi. Complètement corda, ils sont anecdotiques. Voilà, c'est pour ça que moi, ce film-là, il m'a fait penser à un James Bond où c'est un cavalier seul, il y a une James Bond girl, etc. Et tout ce qui va être autour. Ouais, il m'a pas fait penser à James Bond, honnêtement. Moi, bah oui, parce qu'après, toi, t'es un habitué de la saga, moi, de ce que j'ai vu, voilà, moi, j'ai vu un héros solitaire, qui a une James Bond girl, donc du coup, la séduction fait partie de la mission, ça c'est souvent dans les James Bond, avec quelqu'un qui va lui donner des gadgets, et il a un sidekick qui va être son support informatique, son support technique, donc là c'est Ving Rhames, et l'autre il sert à rien. Ouais, mais si ça t'a fait penser à un James Bond, du coup, la transition qu'il y a eu entre le dernier James Bond de Brosnan et le Casino Royale de... comment il s'appelle le blond déjà, s'il te plaît? Daniel Craig. Daniel Craig, c'est quand même une transition de ouf, parce qu'on voit Daniel Craig qui fait du parcours, qui se péta, tu vois, qui a un peu une gueule de salopard, tu vois, il y a une transition. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on est dans les années 2000, et en 98, il y a GoldenEye. GoldenEye, c'est un film qui va révolutionner un peu le genre du film d'action, avec le charme à l'anglaise et tout. Après, il y a l'influence de Hong Kong, mais ça, on en parlera à la fin. Et donc, ce film, c'est un mélange entre les deux. Mais Daniel Craig, quand il fait Casino Royale, il réinvente un truc. C'est le nouveau James Bond, puissant et fort, et c'est un James Bond américanisé. Il est plus anglo-saxon. Pourtant, Daniel Craig, c'est un anglais, hein. Ouais. Mais je l'ai appris après. Hein. Mais pour moi, c'est l'américain brut du Texas qui tabasse tout le monde. Il tue plus qu'il parle. Alors que, franchement, Pierce Brosnan, j'ai toujours été jaloux de ce type. Il est beau gosse, il a un truc où il a un c'est charme lui à mon l'anglaise. préféré. Hein. Pour moi, c'est lui James Bond avec c'est lui mon préféré. Timothy Dalton, c'est eux James Bond et Sean Connery. C'est un gars, il est tellement plus frais que tu peux l'envoyer en mission et tu peux lui dire écoute cette fille, on a besoin d'elle pour rentrer dans une pièce. Il a le truc. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et les autres, du coup, ils servent à rien.
Mais quasiment les James Bond girls de... Bond, il a toujours 2 James Bond girls, hein, généralement, dans ses films. Et il y en a toujours une qui meurt. Donc... C'est vrai. Mais ça m'a fait penser à James Bond, mais un petit peu. Mais c'est quand même, ça reste quand même du... Ouais, c'est possible qu'il y ait eu de l'inspiration. Ouais, c'est possible. Après, je l'ai pas remarqué, honnêtement. Parce que moi, c'est juste par rapport au rapport à la séduction, où j'ai trouvé que la mission, elle tient énormément sur le fait que si Ethan Hunt, il charme pas... qui est son nom donc, Nia. Dans le film, Nia, voilà, bah écoute, si il a pas l'emprise qu'il a sur Nia, pourquoi elle retournerait voir Ambrose? Voilà, c'est pour ça. Alors, il a eu un impact sur elle en 24 heures chrono. Voilà, donc ça c'est le côté James Bond charme. C'est le défaut. Bon, maintenant on va finir avec la partie 3. Moi, je vais aborder la vision de John Woo et l'impact qu'il a eu sur la franchise pour les futurs films. Honnêtement. Et je vais commencer pourquoi? Parce que le premier Mission Impossible, il respectait, c'était un hommage à la série, d'accord? C'était un thriller, etc. Vraiment de l'infiltration, de l'espionnage, tout ce qu'il y avait dans la série télé. La série télé, moi, je l'ai jamais regardé de A à Z. Je tombais à l'époque quand j'étais plus jeune sur la 6 sur des épisodes, mais c'était pas des trucs que je kiffais plus que ça, tu vois. Je regardais juste la scène où, tu sais, il reçoit sa mission et après il y a de la fumée qui sort, que ce soit dans la cabine téléphonique, ou peu importe. Et c'était plus ça qui m'intriguait quand j'étais petit. Et tu vois, là, dans celui-là, vraiment, dans le premier, je crois qu'il n'y a aucune arme à feu dans le Mission Impossible. Il n'y a aucune arme à feu. Là, dans le deuxième, direct, ça commence, ça explose de partout. Il y a eu beaucoup de gunfight. Tom Cruise avec 2 Beretta, tu vois. Et le fait que... comment on appelle ça? Que John Woo, vraiment, mette vraiment sur l'action et non pas sur l'infiltration. Ça a été top. Et que Tom Cruise fasse toutes ces cascades avec un vrai cascadeur, enfin avec un vrai grimpeur. Aujourd'hui, pourquoi il a révolutionné le truc pour moi? Parce que s'il n'aurait pas eu tout ça là, John Woo n'aurait pas imposé tout ça ou certaines scènes. Je sais pas si c'est lui vraiment qui a imposé la scène de l'escalade, mais que que Tom Cruise grimpe lui-même. Aujourd'hui, il grimperait pas sur le Burj Khalifa ou ferait pas de saut en bécane d'une falaise, etc. Comme j'ai toujours dit. Maintenant, dans chaque Mission Impossible, il y a un signature move où il fait une cascade suicidaire, tu vois. Ah, c'est vrai. Et pour moi, Mission Impossible 2, ça a été l'accélérateur qui a enclenché aujourd'hui le niveau de ces franchises-là. Et ils se sont dit, vas-y, on va pas faire des films d'espionnage, on va faire des films d'action. Donc pour moi, c'est le précurseur et c'est John Woo qui a révolutionné ça en mettant des scènes de cascade de fou, tu vois. Par rapport à ça, c'est tout. Ouais, j'ai l'impression que John Woo, il a fait comme il a fait avec JCVD, avec Cage et avec Travolta. Il a laissé une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, elle a été réutilisée pour la suite. C'est-à-dire qu'on est passé d'un film d'espionnage à un film d'action pure, et aujourd'hui, ça perdure. Aujourd'hui, voilà, on a Rogue Nation. Bah ouais, le gars grimpe le Burj Khalifa, tu vois, il a refait la scène de cascade. Il fait quasiment que des scènes où il descend en rappel, etc. Tu vois, et Tom Cruise fait toutes ces cascades. Donc pour moi, ce film-là, ça a démarré, tu vois. On a aussi, tu vois, où John Woo est fort, c'est qu'il lance des easter eggs de ses précédents films. T'as vu l'histoire avec les masques? Ouais. Ethan Hunt qui se fait passer pour Ambrose qui se fait passer pour Hunt. On a un peu le délire de Volte-Face. Avec d'ailleurs exactement le même dispositif pour changer la voix, là, tu sais. Ouais, le truc sur la gorge. Le petit patch sur la gorge, ouais, c'est exactement le même, ouais. Ouais, et tu vois, déjà on a un petit clin d'œil à ça. Ceux qui ont vu Volte-Face, bah, ils disent tiens, le changement de visage. Et en plus, dans ce Mission Impossible, c'est là que tu vois vraiment où l'utilisation du masque, elle est faite pour, elle est comment on appelle ça? Elle est grave bien utilisée et elle est super, enfin, il y a plus d'utilisation dans ce film-là que dans tous les autres. Et le fait que l'autre il se fait passer pour l'autre et l'autre il se fait passer pour l'autre, bah, on a un petit croisement à la Volte-Face, tu vois. On a aussi le duo de méchants, tu vois. Dans Hard Target, on avait Lance Henriksen avec contre Vanda. Imhotep. J'ai oublié son nom. Contre Vanda, mais on retrouve exactement un peu la même relation de respect, de chef à respect et tout. Bon, là, il y a un truc. Bah, tu regardes dans Volte-Face, c'est Nicolas Cage avec son frère. Castor. Castor Troy. Pollux, pardon. Castor et Pollux, pardon. Et dans celui-là, bah, c'est Ambrose et Stamp. Exactement. Ils sont toujours en 2v1.
Et dès le début du film, tu sais qui est le méchant, tu sais qui est le gentil. Il te le dit direct. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ce qu'on aime. C'est pas on a un cliffhanger de nulle part, l'autre il arrive en parachute et c'était moi le vrai méchant, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, beaucoup font ça. Mais quand c'est bien ficelé. Ouais, c'est vrai, c'est Quand c'est nul. bien ficelé. Mais à l'époque, dans les 90-2000, on te montrait direct qui était le gentil, qui était le méchant. Comme dans Copland, tu vois. Dans Copland, tu sais à peu près dès le début du film c'est qui est gentil, c'est qui est le méchant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est manichéen, c'est simple, mais c'est bien. Mais tu vois, l'histoire des pigeons, c'est vraiment, il a imposé dans Hard Target, tu vois. Vraiment, dans Chasse à l'homme, c'est là qu'on voit les pigeons qui sont partout. Mais les pigeons, on va devoir en reparler, franchement. Bon, ouais, vas-y, parlons-en. J'arrive pas à comprendre la symbolique des pigeons. J'ai compris que la colombe et le pigeon, c'était un symbole de liberté, j'ai fait des recherches. Par exemple, là, le flash kick. Écoutez d'ailleurs, le flash kick, cool, mais là, bim. Voilà, le flash kick, ok. Avec les pigeons, ça lui permet de pouvoir s'infiltrer. Sur Hard Target, il n'y avait pas vraiment d'utilité, c'était juste pour que ça ait du style. Et dans Volte-Face, c'était dans une chapelle. C'était symboliquement plus parlant. Ouais, mais dans Hard Target, les pigeons parlaient à Chance Boudreau, si tu remarques bien. Oui, aussi. Tu signifiais qu'il y avait, tu sais, quand tu regardes le dog tag du père de l'autre qui est morte, qui lui dit vas-y, va enquêter. Et regarde le regard du pigeon. Et ce même pigeon, enfin, je sais pas si c'est le même, quand il est à la fin dans la séquence de fight en haut, bah, il lui dit un truc aussi. Donc, on suppose que Chance Boudreau comprend les pigeons vu que c'est un SDF et il a dormi avec eux dehors. Je sais pas, bon, t'as vu après. Non, après, j'ai peut-être loupé quelque chose dans sa cinémographie à Hong Kong sur les pigeons. Ouais, c'est possible. De toute façon, j'ai pas creusé de ça. Je pense qu'on le fera, mais dites-le dans les commentaires si vous savez pourquoi les colombes et les pigeons. Parce que je capte pas, moi. Je vois ça, je me dis, mais. Pour moi, c'était le signature move de John Woo, pour moi, de faire un peu des scènes qui lui ressemblent ou qu'il veut mettre un peu dans tous ses films. Les bécanes, elles sont présentes quasiment partout. Les bécanes, c'est vrai qu'on a exactement la même scène de moto que dans. En fait, on a les trois films. Si vous avez suivi des podcasts, vous allez vous dire. Voilà, en fait, c'est vraiment 1, 2, 3. C'est comme si c'était une trilogie. Et ils ont un lien, elles sont connectées, en fait. On a souvent la même cascade à la fin. On a le même genre de cascade, c'est-à-dire la moto, la glissade, voilà. Tu vois, le fait que les motos, les deux, ils se regardent face à face après, elles volent en l'air. C'est ça, tu vois, c'est John Woo. Par contre, c'est vrai que sur la réalisation de cette scène-là avec la scène en moto, mais en général, du début à la fin, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai l'impression que c'était un truc de fou parce que je me suis dit, putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça quand même. Même si imagine Uncharted, gros, c'est pareil. Ouais, vraiment. Et le séquence de fou, ça s'arrête pas. Et j'ai vu Uncharted, le film avec Tom Holland, et là quand je regarde ça, je me dis non, il fallait le donner à John Woo. Le truc, il est prenant. Ouais, et pourtant c'est en 2000, hein. Parce que John Woo, il a pas fait le film en fonction du script, il a fait le film en fonction de ces scènes d'action que lui voulait. Tu vois, c'est pour ça que le film, je te dis, est découpé en deux. Je crois que la première partie, c'est le script, tu vois, vraiment. Et la deuxième partie, c'est lui qui a fait le film comme ça. Il a dit, on va faire ça comme film d'action. Et le film de base doit durer 3 heures. Encore une fois, et ben ils l'ont coupé pour les mœurs. Et ça, c'est une version qu'on verra jamais. Mais à mon avis, il doit avoir plus de sang et d'action, tu vois. Et pour moi, encore une fois, je tiens à finir sur ça. C'est que c'est grâce à lui que les Missions Impossibles ont pris cette tournure. C'est un peu grâce à lui que tous les films d'action sont mis à être plus impressionnants, plus rythmés, etc. Matrix était à part. Je dis bien Matrix était à part, mais je suis sûr que Matrix s'est inspiré de ces films parce que le double Beretta de Neo qui marche comme ça avec, c'est inspiré de The Killer ou autre, peu importe. Bien sûr, il est pas dedans, mais c'est sympa aussi. Donc là, pour moi, il revient 20 ans plus tard, en 2023, avec Silent Night aux États-Unis. Parce que depuis Paycheck, d'ailleurs, t'as les recettes vite fait avant pour conclure vite fait. Oui, j'ai les recettes. Alors écoute, pour Hard Target, on est sur un budget global de 18 millions. Donc un box-office mondial qui est de 74,2 millions. Et aux USA, vous savez que c'est toujours intéressant de savoir aux USA, 32 millions. Voilà. Ensuite, on a Volte-Face avec un budget de 80 millions qui va rapporter mondialement 245,7 millions. Et aux USA, 112 millions.
Donc ça va. Par contre, c'est vrai qu'il se base beaucoup sur les chiffres aux USA, les producteurs. Bon, bref. Après, on a Mission Impossible 2, donc un budget supérieur au premier. Donc là, on est à 125 millions. Mais avec un budget mondial de 546,4 millions. Et aux USA, 215. Tu vois. Et après, Paycheck, après, je l'ai pris en bonus. Donc 60 millions à Paycheck. Petit budget. Le budget, ouais. Et ça rapporte mondialement 96,3 millions. Et par contre, aux États-Unis, c'est 53,8 millions, donc moins que le budget initial, donc c'est un échec. Ouais, bah oui, c'est un échec. Un Paycheck. C'est bon, elle est nulle, la blague, pardon. Tu l'avais placé, excuse-moi. Ma bête. Mais donc voilà, tu vois, on voit qu'il est vraiment chaud dans les films d'action. Vraiment dans les films d'action. Ouais. Mais quand il s'essaye à la SF ou un peu avec Wind Talker dans les films de guerre ou autre, bah ça fonctionne pas forcément en fait. Parce que lui, John Woo, ce qu'on lui demande, c'est des films d'action. C'est des films d'action. Quand tu veux faire un film d'action, tu fais appel à John Woo. Enfin, va pas lui demander un film d'amour, va pas lui demander un film de SF, va pas lui demander un film d'horreur, tu vois. Lui, c'est vraiment les scènes d'action, les films d'action. Donc c'est pour ça que là, j'ai hâte de voir Silent Night. Et j'espère qu'il va pas rentrer dans les codes. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait vendu ou qu'il avait projet de réaliser The Killer avec Omar Sy en tête d'affiche, un remake. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais du coup, ça sortira sur Apple ou je sais pas quoi, Peacock ou je sais plus. Ça sortira pas au cinéma. Bon bah écoute, on a hâte de voir ça. Hein. Ouais, je sais pas, frère. Je vais voir Omar Sy, je vais penser aux petites annonces, c'est mort. Lui, c'est comme Frodon, c'est comme Harry Potter. Ouais. C'est pour moi, son image, elle est collée. C'est pour ça que c'est un peu dur. Je peux pas le voir autre que dans une comédie. Maintenant, j'espère que mon avis changera, honnêtement. Mais j'y attends rien. Franchement, j'attends rien du tout. Bon, ABD, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou pas. Non, moi c'est bon. Hein. Je trouve qu'on a fait le tour. C'est une très bonne conclusion. Je vous ai dit que c'était un film misogyne. Et franchement, pour finir avec le fun fact, c'est vraiment, il y a de ces répliques. Des répliques magistrales sorties par Monsieur Hopkins. C'est quoi qu'il dit ABD pour les femmes, Monsieur Hopkins? Alors à un moment, Tom Cruise lui dit, écoute, ça va être une mission compliquée, elle est pas formée pour ça. Il dit, écoute, coucher avec un homme qui lui ment, normalement elle a toute la formation nécessaire. Mais écoutez, je vous fais un petit medley à la fin, restez un petit bonus sympa. Restez à la fin pour écouter le medley misogyne. Voilà, vous allez voir, je vous mets un petit bonus des punchlines du film, ça va être drôle. Et en français cette fois. Bon bah écoute, c'est tout pour moi ABD. Hein. Pareil, hein. Écoute, ça a été un plaisir. Écoutez, merci à vous, merci à toi toujours d'être présent, merci d'être toujours nombreux. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, rejoignez nos réseaux sociaux pour ceux qui sont nouveaux. Instagram. Voilà, c'est ça. Spotify, Apple Podcast. Un peu partout. Geek Podcast. Si vous tapez Podcast, vous allez trouver quelque chose. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. ABD, porte-toi bien. Je te dis à bientôt. Vas-y, mon pote. Salut, ciao. Quoi qu'il en soit, nous lui demandons de renouer avec un ancien amant, pas de faire quelque chose qu'elle n'a pas déjà fait. De son plein gré, j'entends. Pas formée pour ce genre de choses. Pour coucher avec un homme et lui mentir, c'est une femme. Elle a tout l'entraînement nécessaire. Pute! En voilà un ongle négligé. Sean. Je t'en prie, Sean. Suppose qu'elle soit une sorte de cheval de Troie envoyé par l'unité MI pour nous espionner. Pourquoi je me priverais du plaisir de chevaucher cette monture? On a envoyé le petit chaperon rouge dans la tanière du loup. Oh, misère. Vous êtes un espion! Eh bien, si vous voulez, il va falloir m'attraper!